on va commencer par 3-4 minutes d'actualité liée au biomimétisme. Et puis ensuite, je laisserai la parole à nos invités du jour. Et voilà, la Biomime Expo, pour ceux qui connaissent, c'est grand événement annuel du biomimétisme qui a lieu sur une journée habituellement à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Et qui est vraiment un événement incontournable puisqu'il rassemble tous les acteurs qui s'intéressent de près ou de loin au biomimétisme, que ce soit les chercheurs, les entreprises et les associations. Et cette année, au vu de l'actualité, ce sera sous un format assez inédit puisque ce sera non pas sur une journée mais sur 5 jours, du 7 au 11 décembre 2020, de façon entièrement numérique. Donc il y aura des plateaux TV, des sessions d'échange avec les intervenants, des présentations, etc. Donc ça va être un format un peu particulier, mais on vous transmettra évidemment les liens d'inscription et le programme plus complet dès qu'il sera élaboré. Donc cette année, le biomimétisme marin est vraiment mis à l'honneur à la Biomime Expo. On a un certain nombre d'intervenants qui devaient avoir lieu en plénière, mais qui seront du coup en numérique, donc notamment Gilles Boeuf, qui est nouveau président du CEBIOS, ancien président du Musée d'Histoire Naturelle, et également ancien président de la station marine de Banyuls. François Birillon, qui a fondé l'Institut polynésien du biomimétisme, Pierre Tufigo, qui est président de Hellwave, qui est une entreprise qui fait des hydroliennes bio-inspirées. Laurent Descrasto, également fondateur de Immunrise Control, donc qui fait des produits de biocontrôle à partir de microalgues. Il y aura également des ateliers en lien avec le biomimétisme, notamment la fresque océane, animée par Alice Vitou, qui est un outil assez intéressant de sensibilisation aux enjeux des pollutions des océans. Julien Dalle, chef de projet et ingénierie écologique chez Seaboost, qui sont des habitats bio-inspirés pour réhabiliter les fonds marins qui ont été abîmés. Et un certain nombre de participants d'entreprises qui développent des projets de biomimétisme marin. Donc si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à vous inscrire à la Biomime Week. Donc avant qu'on commence, je voulais vraiment remercier les organisateurs de ce webinaire, donc la communauté d'agglomération Pays Basque, la Chermanta et la région Nouvelle-Aquitaine, sans qui ce webinaire n'aurait pas lieu, en partenariat avec le CEBIOS. Et également nos partenaires, donc la Biomime Expo, l'association Respect Océan et Technique de l'ingénieur. Et je vous transmettrai un lien d'accès vers un article qui est normalement payant et que Technique de l'ingénieur a mis à votre disposition spécialement pour vous aujourd'hui. Donc vous pourrez y accéder. On va passer aux interventions. Donc on aura d'abord une intervention de Susana Fernandez, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, qui porte la chaire Manta, qu'elle va vous présenter aujourd'hui. Et ensuite, nous aurons l'honneur d'accueillir Sylvia Colliac-Jouot, qui est chercheure à l'IFREMER et qui travaille notamment sur le développement de polymères produits par des molécules, par des bactéries marines. Susana, je te laisse prendre la main sur le PowerPoint et nous partager tes slides. Oui. Bonjour à tous. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui? Oui, oui, c'est bon. Bonjour. Merci beaucoup de cette participation. Je vois que vous êtes vraiment nombreux. Comme Juliette vient de dire, dans ce moment, je suis enseignante-chercheuse à l'Université de Pau et de Pays d'Adour et porteuse de la chaire Manta que je vais décrire aujourd'hui. Et aussi, je suis une chercheuse invitée à Uppsala Université en Suède où j'ai un projet de recherche aussi. Donc, je n'étais pas très originale aujourd'hui pour la présentation. Je suis allée chercher le nom de la session d'aujourd'hui, donc de bioressources marines jusqu'aux matériaux bio-inspirés. Donc, je vais diviser la présentation. Si j'arrive à bouger, attendez une minute, s'il vous plaît.
Oui, là c'est bon, pardon. Donc je vais diviser la présentation en deux parties principales. Donc d'abord, je vais vous présenter la chaire Manta et après, je vais vous donner deux exemples de matériaux bio-inspirés qu'on développe dans ce moment dans la chaire. Donc, on va alors plonger dans la chaire. Donc, la chaire Manta vient, le nom, l'acronyme Manta vient de Marine Materials. Et la chaire, c'est une chaire dans la valorisation de bioressources marines et aussi dans le développement de matériaux marins inspirés. Donc, la chaire Manta, c'est une chaire partenariale. C'est une chaire E2S PPA. Je vais expliquer un petit peu, après je vais dire un peu le contexte de la chaire. Mais c'est une chaire de recherche senior partenariale. Pourquoi? Parce qu'on est aujourd'hui 8 partenaires, donc O2S, OPPH, que je vais expliquer tout de suite qu'est-ce que c'est, la communauté d'agglomération de Pays Basque, la région Nouvelle-Aquitaine, le comité de pêche de Pays Basque et l'Inde. Et nous avons aussi dans ce moment 3 partenaires privés, donc le laboratoire de Biarritz, LISE et Scale. Donc, j'ai encore des problèmes avec... Donc, juste un petit contexte sur la chaire. Donc, en 2017, l'Université de Pau et de Pays d'Adour était lauréate d'un projet ICIT qui s'appelle E2S. Donc, ça veut dire Solutions for Environment and Energy. Et bien sûr que la chaire Manta, elle, fait partie de Solutions for Environment. Et dans ce projet-là, donc c'est un projet dans le deuxième programme d'investissement d'avenir de l'État. Et dans ce programme-là, donc il existe toujours de différents outils pour le chercheur à niveau académique et recherche, et dont le CHERS était un de ces outils. Donc, j'arrivais en France en 2017, en même temps que OPPA était lauréate de ce projet-là. Et tenant en compte mon background, donc je suis chimiste de matériaux et j'ai toujours travaillé avec de polymères naturels. Et depuis 5 ans, 6 ans maintenant, je me dédie plutôt à tout qui est polymères naturels et molécules naturelles d'origine marine. Donc tout ça, plus l'intérêt de certaines institutions. Ça y est, c'est vraiment trop compliqué. Donc, certaines autorités locales, comme la communauté d'agglomération, la région Nouvelle-Aquitaine, mais aussi d'autres entreprises privées, plus la possibilité, bien sûr, de développer ce type de recherche ici à l'IPREM et dans cette région sur la côte basque. Donc, le principal objectif de la chaire Manta, c'est quoi? C'est de développer des matériaux bio-inspirés qui vont avoir, on espère, un impact très faible sur l'environnement marin un jour qu'elles se retrouvent sur l'environnement marin. Donc, et ça, on fait en tenant en compte 2 approches. Donc, j'ai déjà dit un petit peu quelles sont ces 2 approches au début. Donc, on va valoriser de bioressources marines, mais aussi de sous-produits de la pêche. D'un côté, donc comme source de nouvelles molécules et de polymères ou de biopolymères, mais aussi voilà, en tenant en compte, en s'inspirant dans la fonctionnalité, structure ou architecture de certains organismes marins pour le développement de matériaux bio-inspirés. Donc, jusqu'à aujourd'hui, dans la chaire, on est focalisé sur 4 types d'applications. Donc, on développe des matériaux pour des applications biomédicales, dans le cosmétique aussi, et bien sûr, à toutes ces problématiques de pollution avec le plastique, on se dédie aussi à tout qui est bioplastique pour le packaging.
et aussi composites ou nanocomposites. Donc, pour faire tout ça, on a divisé la chaire Manta en 4 grandes lignes de recherche que je vais vous expliquer tout de suite. Et les 4 lignes de recherche, donc la valorisation, donc on va extraire de petites molécules actives, mais aussi de biopolymères. Après, on va développer ce biomatériau, mais on veut aussi s'inscrire dans une économie circulaire, dans la bioéconomie. Donc, on s'intéresse aussi à voir quels sont l'impact de nos matériaux, pas que dans la santé humaine, mais aussi dans les environnements marins. Donc, je vais après expliquer un peu tout ça plus en détail. Donc, voilà les 4 grands lignes de recherche: l'extraction, le développement de biomatériaux souvent bio-inspirés, les 2 types d'impact de nos matériaux. Donc, pour tout ça, aujourd'hui, on est encore une petite équipe. On est environ 10 personnes à 100% à travailler dans le projet. Mais après, bien sûr, on a beaucoup de collaborateurs, de collègues de l'IPREM ou d'autres laboratoires ici à l'EPPA ou même dans des autres universités qui travaillent dans ce projet-là. Donc, si on commence par la première ligne de recherche, la valorisation des bioressources marines et de sous-produits de la pêche. Donc, notre objectif, en fait, c'est d'extraire, c'est de développer. Donc, il y a 2 choses dans cette ligne de recherche. D'un côté, c'est d'extraire, bien sûr, de polymères et de molécules actives qui nous intéressent pour après développer nos matériaux, mais en même temps de développer de nouvelles approches qui vont dans le respect de la nature, donc ce qu'on appelle de green chemistry. Donc, bien sûr, quand on ne peut pas, on utilise des méthodes conventionnelles, et souvent on utilise aussi des méthodes conventionnelles pour comparer avec une nouvelle méthode. Par exemple, on est en train, avec une collaboration avec un collègue aussi ici à l'Université de Pau, de développer des méthodes de décharge électrique pour pouvoir extraire nos molécules sans avoir besoin d'utilisation de solvants organiques. Donc, nous avons différentes bioressources. Donc, on a bien sûr l'algue rouge que je vais parler dans le prochain slide, mais on a aussi, par exemple, de peau de poisson où on extrait de collagène. On a des déchets de crabes et de crevettes qui viennent de certaines compagnies locales où on peut extraire, par exemple, la chitine et après des nanoformes de chitine ou même désacétyler la chitine et y avoir les kétosanes, qui sont de biopolymères avec lesquels on peut faire de bioplastiques ou d'autres types de matériaux. Parce qu'ici, dans la région, dans l'époque de la pêche de thon, il y a beaucoup de déchets, inclut les arêtes, mais aussi les yeux de thon. Et dans les yeux de thon, on peut extraire, par exemple, l'acide hyaluronique qui peut nous être utilisé pour des applications cosmétiques, par exemple. Donc, pourquoi tout ça? Dans le respect, voilà, comme je disais, aller chercher des biopolymères et des molécules qui sont biodégradables, non toxiques, biocompatibles, qui ont certaines activités biologiques comme des propriétés antimicrobiennes, qu'on a besoin de ça pour certains matériaux, mais aussi, comme on va voir plus avant, des propriétés qui absorbent, des molécules qui peuvent absorber le rayonnement solaire. Par exemple, les petites nanoformes de chitine, elles peuvent amener des propriétés mécaniques dans un composite. Et après, bien sûr, comme chimiste, pour moi, c'est important aussi que ces polymères, ils ont une accessibilité à des groupes fonctionnels pour pouvoir les modifier avec d'autres polymères ou moléculaires de matériaux. Donc,
si on parle maintenant, par exemple, là, j'ai sélectionné le grand projet que nous avons dans ce moment dans la chaire. Donc, par exemple, avec le comité de pêche local, on a dans ce moment deux grands projets. Un, c'est la thèse de doctorat de Colin McReynolds. Et lui, il développe des méthodes d'extraction green pour l'extraction par exemple, de collagène, d'acide hyaluronique, mais aussi de petites molécules de algues rouges. Donc ça, c'est en collaboration avec le laboratoire SIEM. Donc on travaille avec notre collègue Laurent Pécastin. Natalia Casteron, elle travaille avec nous depuis le début de cette année. Donc elle est postdoc. Et Natalia, c'est la responsable pour un projet avec, une fois de plus, avec le comité de pêche, où notre objectif avec ce projet-là, en fait, c'est de valoriser l'algue rouge locale, parce qu'aujourd'hui, on a donc le pêcheur, en fait, les pêcheurs d'algues rouges, ils ont un petit souci aujourd'hui, c'est que, bon, c'est que tout l'algue rouge, en fait, on n'a pas une filière aujourd'hui sur la côte basque pour valoriser cette algue-là. Donc, cette algue, elle est souvent vendue à des entreprises espagnoles et elle va être complètement valorisée en Espagne. Donc l'idée avec ce projet-là, en fait, c'est de caractériser l'algue rouge dans l'espace, mais aussi dans le temps. Donc pendant l'époque de la pêche d'algues rouges, donc c'est de septembre à mars, ça dépend des conditions météorologiques, parce que les pêcheurs sur la côte basque, en fait, ils font une pêche durable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne vont pas arracher l'algue rouge, mais ils laissent à la nature, en fait, d'attacher ces algues-là de sa branche mère, et après, ils vont récolter ou capturer les branches qui sont parties avec les conditions météorologiques. Donc, ce projet, c'est un projet qui est financé par l'Union européenne, par le ministère de l'Agriculture et de la Pêche et aussi par la région Nouvelle-Aquitaine. Et dans ce projet-là, donc, on reçoit dans ce moment aussi Jean Romain, qui fait un stage avec nous. Il est étudiant de master, il fait un master à l'école normale supérieure de création industrielle. Et donc, Jean Romain, il fait un travail très intéressant pour nous. En fait, il fait un projet dans la valorisation de bioressources marines. En fait, ce que Jean Romain il est en train de faire dans ce moment, il est en train de faire un projet de design prospectif pour évaluer, en fait, de quelle façon nos matériaux qu'on va développer en utilisant ces bioressources marines, ils vont transformer les industries, le secteur industriel en activités durables dans un milieu et un long terme. Donc, l'autre ligne de recherche, c'est, comme j'avais dit, le développement de matériaux bioinspirés. Donc, on va utiliser le biopolymère et les molécules actives qu'on a extraits avant pour développer des hydrogels, pour le cosmétique ou biomédical, pour développer des nanocomposites, des membranes, des films, de matériaux poreux, et tout ça dans l'intérêt, une fois de plus, je me répète, mais pour développer des matériaux biodégradables qui ont vraiment un faible impact sur la santé humaine et sur l'environnement marin. Et un respect, bien sûr, pour la protection côtière. Dans ce projet, dans ce moment, donc on vient d'avoir une très belle nouvelle la semaine dernière. Donc, on a eu une thèse CIFRE avec mon collègue Laurent Billon, en collaboration avec le laboratoire où on va développer des matériaux, des filtres solaires inspirés. Après, plus tard, je vais parler un petit peu de ce type de matériaux qu'on prépare ici au labo. Donc, des matériaux respectant donc des filtres solaires, pas que bio-inspirés, mais aussi bioressourcés.
Nous accueillons aussi Arnaud Petitpas. Il est ingénieur de recherche, ingénieur d'études avec un de nos partenaires, Scale, qui est une compagnie, donc ils sont projet en fait, une compagnie qui valorise les écailles de poissons. Et donc, dans ce moment, on caractérise ces écailles-là pour le développement plus tard de nouveaux matériaux en valorisant ces déchets de la pêche. Dans une semaine, on va accueillir aussi Elodie. Elle va faire une thèse qui est financée par la région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de la chaire, en collaboration avec nos collègues d'INSA de Toulouse. Et Elodie, elle va développer des méthodes enzymatiques, ou chémo-enzymatiques, pour la synthèse de nouveaux biopolymères complexes. Et aussi, elle va, un des objectifs, c'est un travail que Marion Claverie, quand elle avait travaillé avec nous sur la chaire, avait commencé, c'est la glycosylation, j'arrive pas à dire en français, désolée, de quelques molécules actives qu'on a trouvées dans le milieu marin qui sont vraiment très intéressantes. Donc maintenant, on passe à nos projets par rapport aux impacts de nos biomatériaux dans l'environnement marin. Donc nous, on est intéressés à voir l'impact de nos matériaux dans l'eau. Donc pour ça, on travaille avec différents types de matrices de l'eau, salée, de l'eau douce. Et après, on va aussi chercher de l'eau de matrice réelle pour comparer. Et ça nous intéresse en fait de faire une évaluation abiotique de la dégradation de nos matériaux. Donc on va voir par rapport au rayonnement solaire comment ils vont se dégrader, s'il y a la création de métabolites ou pas, ou d'autres types de molécules. Et on va avoir aussi en compte bien sûr l'eau, la température de nos matrices, mais aussi le côté biotique. Donc on va voir quelle est la dégradation de nos matériaux par rapport à certaines enzymes ou micro-organismes. Nous sommes aussi intéressés, mais ça on n'a pas, on vient d'avoir une compétence, j'allais dire qu'on n'a pas ici à l'épreuve, mais oui, on vient d'avoir ici une autre chaire, donc dans le Eco-Toxicity. Ça nous intéresse aussi, bien sûr, de voir quel pourra être l'impact de certains de nos produits dans certains organismes marins, de petits organismes comme le fish, zebrafish, ou quelques crustacés, etc. Donc, dans ce projet, dans cette ligne de recherche, on a une thèse de doctorat financé par le programme lancé par le président de la République en 2017, je crois, en 2018. Donc nous, on a eu ce projet en 2018. C'est dans le programme Make Our Planet Great Again. Et donc Martine, lui, il étude en fait la photodégradation de certaines molécules que absorbent les UV sous irradiation, mais aussi de matériaux qu'on développe dans la chair. Et finalement, l'autre ligne de recherche, donc c'est l'impact de nos matériaux dans la santé humaine. Nous, on est intéressés dans la protection de nos cellules, donc soit de la peau, soit des yeux, ça dépend du type de matériaux, mais on développe aussi des matériaux pour la régénération, pour la médecine régénérative, donc tissue regeneration. Donc, et dans ce cadre-là, on vient aussi de recevoir dans la chaire, d'accueillir dans la chaire Sheila, qui est une étudiante de doctorat, et c'est une thèse en co-tutelle avec des collègues de l'université de Pays Basque en Espagne. Et Sheila, elle développe des matériaux poreux pour le développement cellulaire. Et nous, avec Sheila, je vais montrer un peu plus avant, ce qu'on veut montrer, en fait, c'est d'utiliser
que de ressources marines, de polymères de ressources marines pour développer des scaffolds pour la différenciation de l'os. Donc, quelques perspectives en termes de recherche pour la chair. Donc, on a tous ces projets-là. Mais donc, on envisage aussi en collaboration avec un collègue de l'EPPA et aussi avec CEBIOS d'avoir, en fait, de voir, de converger, pardon, nos sciences dures avec les sciences humaines et sociales. Et donc, avec CEBIOS, on va, à partir de janvier, accueillir notre première étudiant en master. Donc, on va recevoir pendant 6 mois un master pour faire notre première petite travaux dans cette thématique-là. Donc, on est intéressé à voir un peu toutes les questions éthiques par rapport à l'extraction et exploitation des bioressources marines, parce que bien sûr, pour Manta, c'est important. Ça, c'est nos ressources. Donc, nous, on travaille surtout avec de biopolymères, donc de polymères naturels qu'on va extraire dans la nature, mais nous faisons attention aussi pour qu'il n'y ait pas une exploitation excessive de tout ça. Donc, surtout, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'on va pêcher plus ou arracher des algues pour faire nos matériaux. Donc, il faut bien sûr avoir un équilibre de respect de la nature et de l'homme, et donc on s'intéresse à ces questions-là. Et récemment, donc pour l'année prochaine aussi, on va accueillir un nouveau chercheur, donc une chaire qui s'appelle Mantazyme, une chaire junior pour 5 ans aussi, qui en fait, comme la majorité de personnes, donc mes connaissances sont surtout dans le côté des biotechnologies bleues et la chimie de matériaux, donc veut nous intéresser de développer des green donc développer des méthodes, green méthodes pour l'extraction et aussi des matériaux, dans notre développement de matériaux, d'avoir de techniques plus respectueuses de l'environnement. Donc, on est à la recherche, donc dans ce moment, on fait de recrutement pour une personne, un biochimiste, un enzymologue, pour qu'on ait quelqu'un avec ces connaissances-là, pour qu'on puisse développer encore plus ce type des approches. Donc ici, juste une petite slide pour rappeler un peu nos partenaires publics et privés. Et aujourd'hui, la chaire Manta, elle est, on est sur 2 sites de PPA et de l'IPREM. Donc, on est sur le site d'Anglet et Yapo et on espère dans un futur proche, on ne sait pas trop pour le moment, d'avoir sur la côte un pôle d'excellence de biomimétisme qui ira accueillir en fait, donc IPREM aussi, donc pas que la chaire Manta, mais aussi d'autres personnes qui travaillent à l'IPREM, qui travaillent dans des recherches liées à l'océan, le CEBIOS, une pépinière et bien sûr le nouveau master de Bioinspired Materials qu'on vient d'ouvrir ici à l'OPPA. Et donc maintenant, on va passer à la deuxième partie de cette présentation où je vais montrer 2 exemples, finalement, 2 exemples de matériaux bioinspirés qu'on développe dans la chaire et des travaux qui étaient déjà développés, bien sûr. Pardon. Et donc, bon, normalement, quand on fait cette conférence, je présente ces travaux en présence, c'est beaucoup plus simple parce qu'on peut ouvrir la discussion, mais j'aime bien en fait commencer avec cette question-là. Est-ce que vous savez que le poisson, comme nous, il se protège du soleil, surtout le poisson qui habite dans de l'eau qui ne sont pas très profondes? Ben oui, ils se protègent du soleil. Et comme nous, ils ne sont pas capables de biosynthétiser en fait des molécules qui le protègent du soleil. Donc nous, on va à la pharmacie ou on va au supermarché acheter nos crèmes solaires pour se protéger du soleil. Et bien le poisson, il est bien plus malin que nous. En fait, le poisson, ils vont manger des algues qui, elles, oui, elles ont la possibilité de biosynthétiser de petites molécules qui absorbent les UV
et qui s'appelle mycosporine. Je n'arrive pas à dire en anglais, français, je vais dire en anglais. Donc, il a deux grandes familles. Donc, de mycosporine-like amino acid. Donc, ce sont des molécules qui absorbent les UV et qui sont connues aussi pour ses propriétés antioxydantes. Et ce qui est très intéressant, en fait, c'est que le poisson, lui, comme il n'a pas comme nous la capacité de produire ces molécules, ce qu'il fait, il mange les algues. Et pour le moment, dans ce que je sache, peut-être il y a des biologistes qui savent un peu plus que moi, on ne connaît pas encore les mécanismes, mais le poisson, il mange ces algues-là. Et en fait, ces molécules-là, elles apparaissent dans leur mucus et aussi dans leurs yeux pour le protéger. Et souvent, ces molécules-là, dans les poissons, elles sont greffées ou liées à des protéines et à des oligosaccharides. Donc, bien sûr que moi, comme chimiste de matériaux, quand je veux ces molécules, j'ai pensé tout de suite à faire des matériaux avec ces molécules-là et avec mes biopolymères. Mais il y a d'autres personnes qui ont aussi pensé à mimiquer en fait ça. Donc, il y a des scientifiques à King College qui, en fait, ils veulent vraiment imiter le poisson. Ils veulent nous faire manger des pilules où il y a ces molécules dedans pour aller à la plage. Donc, on prend notre pilule le matin et on va à la plage, on est protégé du soleil. Mais malheureusement, donc, pour le moment, ils n'ont pas encore réussi à optimiser donc, ces molécules, ces pilules-là. Or, bien sûr, voilà, notre métabolisme, c'est pas le même de poisson et nous, on n'arrive pas. Donc, ils ont fait des tests avec des rats et les rats, donc après avoir mangé ces pilules-là, ils n'avaient pas ces capacités la présence de ces molécules-là dans la peau. Donc, l'autre approche que je connais par rapport à le développement de matériaux en tenant compte de ces molécules-là, c'est notre approche à nous qu'on développe aujourd'hui ici à l'EPPA. En fait, l'idée, c'est d'aller, donc comme nous, on est plutôt des chimistes de matériaux et qu'on travaille avec des polymères, mais nous, c'est plutôt de mimiquer, de faire des matériaux, des hydrogels ou de crèmes ou de films transparents, en fait, en faisant la même chose. Donc, on va greffer ces molécules-là à nos molécules, à nos polymères pour faire un matériau. Mais on peut aussi juste les incorporer dans une matrice pour avoir les propriétés recherchées. Donc, pourquoi toute cette inquiétude avec la recherche et le développement soit de pilules, soit de produits ou de matériaux pour nous protéger des UV. Donc, comme vous savez, donc chaque année, on entend parler de plus en plus de tonnes de sunscreens, de filtres solaires qui partent vers le coraux, le récif. Et aussi on augmente de 7% par an de consommation de filtres solaires en fait. Et aussi il a autour de 250 tonnes de nanoparticules en fait qui sortent de nos filtres solaires qu'on utilise aujourd'hui et qui partent dans le milieu marin. Donc, ce qui est intéressant avec ces molécules-là, aujourd'hui, elles sont vraiment utilisées comme antioxydants. Il y a déjà une compagnie en Suisse qui utilise ces molécules-là dans des crèmes solaires. Mais on est encore un peu loin de pouvoir vraiment dire que ces molécules-là, elles protègent du soleil. Donc, dans l'homme, en fait, dans les algues et dans le poisson, on assume ça. Dans l'homme, donc nous, dans nos matériaux, on voit que nos matériaux, ils absorbent les UV. Et donc là, maintenant, la prochaine étape, c'est de voir si vraiment ils protègent ou pas. Et après, bien sûr, il y aura une longue étape de
de mettre en route tout ce nouveau matériau ou produit dans le circuit commercial. Donc, donc, on a en tête, en fait, c'est l'utilisation de ces molécules-là. On peut, pour nous protéger des UVA et des UVB, parce qu'on a vérifié qu'il y a des molécules qui absorbent dans les UVA et dans les UVB, et donc ça aussi, c'est assez intéressant. On ne développe pas que des matériaux pour le cosmétique, mais aussi, comme vous pouvez imaginer, le côté biomédical, ça nous intéresse énormément. Donc, ça, c'est un peu juste pour vous montrer l'importance de ce type de thématique. Notre première publication, ça fait maintenant 5 ans, et à l'époque, elle a eu vraiment un impact assez important dans certaines médias, dans la presse, on cherche vraiment aujourd'hui à avoir des filtres solaires qui nous protègent nous, mais bien sûr aussi qui sont respectueux de nos environnements marins. Donc maintenant, je passe au deuxième, pour finir ma présentation, au deuxième matériau qu'on mimique aussi. Et cette fois-ci, en fait, ce qu'on veut mimiquer, c'est le côté donc le développement, en fait, c'est l'extracellular matrice pour développer de l'os maxillaire. Donc l'os maxillaire, c'est un os qui... donc en fait, l'idée, c'est que si on a une fracture, parce que ça peut arriver avec un problème dans le dent, avec l'âge aussi, ça peut fracturer. Et en fait, aujourd'hui, c'est un os qu'il n'y a pas beaucoup de recherche, c'est assez difficile de faire, en fait. Nous, on ne cherche pas à faire un matériau ou un template permanent. Ce qui nous intéresse, c'est faire un template qui va mimiquer l'extracellular matrix, donc qui va être biodégradé. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a besoin pour faire ça? On a besoin d'un template que nous, on va développer avec des matériaux qu'on extrait ici à Manta. Donc, par exemple, là, ce projet-là, on va utiliser du collagène comme matrice, le collagène extrait de jellyfish, méduse. Donc, nous, on n'extrait pas ce collagène-là de jellyfish, de méduse, on l'achète dans une compagnie en Angleterre. Donc, ça sera notre matrice, le collagène marin. Et après, pour renforcer, donc on va aussi utiliser des nanocristaux de kétine. Donc, l'idée, c'est de faire un scaffold poreux comme notre os pour imiter l'os. Et après, bien sûr, de faire des cultures cellulaires. Donc, nous, on utilise des stem cells pour après aller juste aux différenciations à l'os. Donc, comme ça, en fait, après, on pourrait avoir ce qu'on appelle un matériau non permanent. Donc, il va se dégrader dans notre corps à la mesure, au fur et à mesure que l'os va se former. Donc, dans ces parties de notre os maxillaire qui ont un problème, une fracture, quelque chose. Donc, pour finir, j'aimerais bien sûr remercier les institutions qui m'accueillent moi-même, mais aussi la chaire Manta, tous nos financeurs privés et publics, et bien sûr, toutes les personnes qui travaillent directement et indirectement à Manta, pas que les chercheurs, mais aussi CBIOS, la communauté. Donc la liste, elle est vraiment longue et sans toutes ces personnes-là, ça serait impossible de faire développer tout ça, la chaire et aussi toutes les recherches qui vont. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Susanna. C'était très intéressant. On a quelques questions. Ce que je vous propose, c'est comme on a un petit peu de retard sur le timing, c'est de passer à la deuxième intervention et on groupera la session de questions à la fin. Mais n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans le chat et on prendra un temps de réponse évidemment à la fin pour y répondre. Sylvia, si tu veux partager tes slides.
Oui, bonjour. Donc, je suis Sylvia Collier, chercheure à l'IFREMER. Je suis biochimiste et donc je vais vous présenter les travaux développés dans mon laboratoire. Alors, le partage. J'arrive pas à mettre en plein écran parce que j'ai des messages qui apparaissent. Voilà, donc le plein écran. On voit bien. C'est bon? Ouais, C'est bon? D'accord. Merci. Bon, je voudrais tout d'abord remercier Sibios de me permettre de présenter donc les travaux au cours de cette conférence sur le biomimétisme et la bioinspiration. Et en effet, la biodiversité marine est vraiment une source d'inspiration pour trouver, comme a dit Susanna, des nouvelles molécules bioactives respectueuses de l'environnement, c'est-à-dire biodégradables, et notamment une source de glycosaminoglycanes mimétiques. Alors, je vais vous expliquer pourquoi on recherche des glycosaminoglycanes mimétiques. Alors, les glycosaminoglycanes, ce sont des polysaccharides présents dans tous les tissus animaux et ils ont un rôle essentiel dans le développement d'un tissu, mais également dans le maintien de ses fonctions biologiques majeures. Donc, comme je vous le disais, ce sont des polysaccharides présents sous forme de protéoglycanes, soit à la surface de la cellule, mais également autour de la cellule dans ce qu'on appelle la matrice extracellulaire. Et de par leur grande variété structurale, ces polysaccharides peuvent interagir avec différentes cytokines qui sont spécifiques, chaque tissu a ses propres cytokines et grâce à cette interaction va activer certaines fonctions cellulaires comme l'adhésion, la migration, la prolifération, la différenciation, mais aussi la synthèse de molécules par la cellule pour le développement du tissu. Et il favorise également l'interaction et la communication entre cellules et la communication entre le tissu et l'organisme. Donc ces molécules sont des hétéropolysaccharides anioniques. Elles sont constituées d'oses acides et d'osamines, puisque ce sont des polyoses, et elles sont parfois très sulfatées. Lors de leur absence ou de leur dégradation, des pathologies graves peuvent se développer. Et donc, il y a une recherche intense pour comprendre les mécanismes de régulation de ces glycosaminoglycanes pour traiter certaines pathologies. Alors, ces glycosaminoglycanes sont présents en faible quantité dans les tissus de mammifères, donc leur extraction est très compliquée. Bon, on a l'héparine qui est extraite de tissus d'animaux, mais je dirais que c'est à peu près le seul exemple. Et donc ces molécules, comme je vous le disais, sont très complexes. Et donc leur synthèse, même si Susanna a dit qu'elle allait essayer la synthèse chémoenzymatique de polysaccharides complexes, mais cette synthèse est un vrai défi. Donc, alors pourquoi ça passe pas la pause suivante? Alors, si tu essayes de cliquer sur ton écran. Oui, voilà. Il a fallu que je clique sur l'écran. Merci. Alors depuis, je dirais, la fin des années 80, avec l'ère des biotechnologies, de nombreuses recherches ont porté sur la production de ces hétéropolysaccharides complexes par des bactéries. Donc actuellement, on trouve dans le commerce des polysaccharides produits par des bactéries comme les alginates qui sont traditionnellement extraits des algues brunes, mais on peut également produire de l'acide hyaluronique bactérien
et des précurseurs de chondroïtine sulfate et d'éparane sulfate. Mais à côté de ces bactéries qui ne sont pas marines, les bactéries marines offrent aussi un fort potentiel pour produire des hétéropolysaccharides anioniques et aux propriétés gag-mimétiques. Donc nous, au laboratoire, nous possédons plusieurs souchothèques d'origines différentes. On a des bactéries isolées de poissons et de crevettes pour des applications alimentaires, notamment en biopréservation, c'est-à-dire qu'il y a de la compétition de flore. Les bonnes bactéries inhibent les mauvaises bactéries. Et elles produisent aussi des peptides antimicrobiens, donc il y a une activité au laboratoire sur la synthèse de ces molécules. On a aussi une toute petite souchothèque assez récente isolée de cultures de microalgues. Et nous avons également une souchothèque isolée de bactéries isolées de sources hydrothermales. Et cette souchothèque, dans cette souchothèque, nous avons trouvé des bactéries dites EPS+, qui peuvent donc produire des exopolysaccharides aux propriétés gag-mimétiques. Donc je vais vous raconter maintenant l'histoire de cette découverte depuis la découverte des bactéries, enfin des sources hydrothermales, des bactéries jusqu'aux applications de cet EPS gag-mimétique. Alors, à la fin des années 70, on a découvert au fond des océans, à des profondeurs variant entre 2000 à 4000 mètres, des sources hydrothermales profondes, donc au fond de l'océan Pacifique, mais aussi de l'océan Atlantique. Donc, l'Ifremer, dès la fin des années 80, grâce à ses navires et à son Nautile, qui est un sous-marin qui peut plonger à plus de 4000 mètres, sous-marin habité et équipé pour explorer ces sites. Donc, différentes campagnes ont été organisées sur différents sites de l'océan Pacifique et de l'océan Atlantique. Donc, là, on a découvert un nouveau monde totalement presque inconnu. Et donc, ce monde est un monde où il se développe des conditions extrêmes de température, de pH, avec des concentrations très élevées en métaux, en soufre, et donc une obscurité totale. Donc, on pensait que ces sources hydrothermales seraient un désert. Et contrairement à nos idées reçues, on s'est rendu compte qu'il y avait une vie intense dans ces écosystèmes atypiques grâce à la chimiosynthèse. Donc ces environnements sont très riches en communautés bactériennes qui favorisent le développement d'animaux tels que des vers, des crevettes. Et donc, lors des campagnes, nous avons collecté différents échantillons, des échantillons naturels, de substrats naturels, donc des animaux, des colonnes d'eau, des rochers, des sédiments. Mais à l'aide de ces petits collecteurs artificiels qui favorisent l'adhésion de bactéries et la formation de biofilms, nous avons pu aussi collecter plusieurs bactéries. Donc, il faut savoir que de extrême, je pourrais dire les communautés bactériennes se développent et elles sont très diverses. Ce sont des extrémophiles pour la plupart, dû au fait que l'on trouve des gradients de concentration importants allant de 0 à 110 degrés, également des gradients de pH, des teneurs en sel importantes et bien sûr des teneurs en soufre aussi très importantes. Donc, grâce à la collecte de tous ces échantillons, l'Ifremer a pu constituer une collection
de plus de 1100 isolats est constitué majoritairement de mésophiles et de thermophiles, c'est-à-dire de bactéries qui poussent à des températures ambiantes et à des températures extrêmes, plus de 100 degrés. Donc, au laboratoire, nous avons fait un criblage sur les bactéries mésophiles et aérobies pour la production, pour voir si elles pouvaient produire des exopolysaccharides, donc des EPS. Alors, pourquoi nous avons choisi des mésophiles et des aérobies? En fait, c'est pour des objectifs de développement industriel. On voulait produire ces polysaccharides dans les conditions les plus standards et les moins coûteuses pour un industriel. Et en plus, les polysaccharides n'aiment pas les très hautes températures, puisque si vous mettez un polysaccharide à plus de 100 degrés, ben vous aurez surtout du caramel. Donc, le criblage a permis de découvrir de nouvelles bactéries, de nouvelles souches. Alors, ce sont des bactéries de genre connu, Vibrio alteromonas, mais souvent, c'était des espèces nouvelles. Et mes collègues ont donné des noms assez amusants, je dirais évocateurs, comme Vibrio diabolicus ou Alteromonas infernus. Donc, la production de ces exopolysaccharides est réalisée au laboratoire dans des fermenteurs de différentes tailles. Donc, on en a des petits de moins de 5 litres jusqu'à un de 20 litres. Et la culture des bactéries est réalisée en eau de mer, enrichie en glucose et supplémentée en extrait de levure et en peptone. Et au bout de... Alors, cette culture est réalisée à température ambiante, à pression atmosphérique et à pH neutre. Donc, au bout de 48 heures, l'exopolysaccharide est libéré dans le milieu de culture et sa concentration devient très importante. Et donc, dès 48 heures, on peut arrêter cette fermentation pour recueillir cet exopolysaccharide. Donc, comme je vous disais, le polysaccharide est libéré dans le milieu de culture. Donc, on réalise tout d'abord une étape de centrifugation pour séparer la biomasse bactérienne du milieu de culture riche en polysaccharides. Ensuite, par des étapes d'ultrafiltration, de filtration et d'ultrafiltration, on concentre le polysaccharide, on le purifie également, et ensuite on peut l'obtenir avec une très grande pureté par précipitation avec de l'éthanol ou tout simplement par lyophilisation du milieu concentré et purifié. Et on a ainsi nos polysaccharides sous forme sèche. Cette production réalisée à l'échelle laboratoire a été validée à l'échelle pilote ou pré-industrielle dans un fermenteur de 200 litres, ce qui nous permet d'avancer que la production industrielle de ce polysaccharide est possible, puisque la fermentation dans un fermenteur de 200 litres est une des étapes de la production industrielle des polysaccharides. Alors, j'ai oublié de vous dire que chaque souche nous produit un EPS particulier, majoritaire, dans son milieu de culture et a des rendements assez élevés, allant de 1 à 10 grammes par litre de milieu de culture. Donc, à l'échelle industrielle, on peut obtenir plusieurs kilos de polysaccharides. Donc, au laboratoire, nous avons caractérisé chaque polysaccharide. Comme je vous disais, chaque bactérie nous produit un polysaccharide majoritaire. Et donc, le polysaccharide de Vibrio diabolicus a été caractérisé. Alors, ces EPS sont tous des macromolécules, c'est-à-dire des polysaccharides de très grande taille, des tailles allant jusqu'à plusieurs millions de grammes par mol ou de Dalton. Et ce sont des polysaccharides complexes, c'est-à-dire des hétéropolysaccharides,
constitués parfois d'osacides et d'osamines. Donc on dit que ce sont des hétéropolysaccharides anioniques. Il faut savoir qu'en général, alors pas tous, mais certains polysaccharides, comme les glycosaminoglycanes, sont caractérisés par une unité répétitive. Donc vous avez une unité qui est répétée tout le long de la chaîne, plusieurs fois. Et cette unité, l'unité de Vibrio diabolicus, a été caractérisée. Alors elle est assez simple, elle est linéaire, cette unité. Elle est constituée d'une glucosamine, de 2 acides glucuroniques et d'une galactosamine. Et on peut dire que Vibrio diabolicus nous produit vraiment un gag mimétique, car on retrouve dans cette unité répétitive le disaccharide miroir de l'acide hyaluronique et le précurseur, le disaccharide précurseur de la chondroïtine sulfate. L'EPS produit par Alteromonas infernus a été également caractérisé. Alors là, on a une molécule vraiment complexe, car l'unité répétitive est constituée de 9 sucres, avec une chaîne principale de 3 sucres, avec un acide galacturonique portant en position 2 sur son unité osidique un groupement sulfate et portant en position 3 une chaîne latérale constituée de 2 acides glucuroniques et dose neutre. Alors, ce polysaccharide n'a pas vraiment la structure d'un glycosaminoglycane, mais il partage avec les glycosaminoglycanes certaines caractéristiques physico-chimiques, puisque l'on trouve des osacides et des sulfates. Alors, ces polysaccharides, ces hétéropolysaccharides anioniques ont un fort potentiel pour réparer des tissus. Et donc, ils sont très attractifs pour l'ingénierie tissulaire. Donc, l'ingénierie tissulaire est une science, enfin une technologie assez récente qui permet, à partir de cellules souches ou de cellules de tissus adultes, donc tissus de cartilage ou d'os, de multiplier ces cellules en les cultivant dans un milieu de culture et ensuite, dans le cas des cellules souches, de les orienter vers un type cellulaire, donc de les différencier soit en cellules de cartilage, d'os ou de peau. Et cette différenciation se fait grâce à la culture de ces cellules dans un milieu enrichi en molécules biologiques qui sont les molécules biologiques caractéristiques du tissu. C'est-à-dire que si l'on veut obtenir du cartilage, on va prendre les facteurs de croissance que l'on trouve dans le cartilage. Si l'on veut faire de la peau, ben ce seront d'autres facteurs de croissance. Donc, on sait maintenant au laboratoire construire de la peau à partir de fibroblastes, qui sont les cellules du derme. On peut les associer à des kératinocytes et construire des peaux équivalentes pour réaliser des greffes, pour traiter des plaies importantes, des brûlures importantes. Car souvent, quand une plaie est importante, justement, le processus de cicatrisation est compliqué, difficile, voire impossible. Donc, il faut aider la nature en apportant ces cellules pour stimuler, provoquer cette cicatrisation. Donc, en partenariat avec l'Université Paris-Descartes, nous avons évalué l'effet de l'EPS de Vibrio diabolicus, donc cette EPS qui ressemble à l'acide hyaluronique. Et donc, nous l'avons additionné à une culture de fibroblastes réalisée en 3D en présence de collagène. Donc, on mime vraiment le derme de la peau.
Et on remarque par rapport aux témoins, au bout de 11 jours, que la culture enrichie en exopolysaccharides présente beaucoup plus de fibroblastes et présente également une concentration importante de collagène. Et de plus, ces collagènes sont bien structurés, ils ont une striation périodique de qualité. Donc, on peut dire que cet exopolysaccharide pourrait in vivo favoriser l'irritation cutanée. Ces études, enfin ces résultats ont été brevetés et publiés. Nous avons également une collaboration avec le laboratoire Hermès de l'Université de Nantes. Et l'équipe du laboratoire Hermès a développé une stratégie pour reconstruire du cartilage. Donc cette stratégie consiste à isoler des cellules souches du tissu adipeux humain, donc de notre graisse, à amplifier, à multiplier ces cellules souches et ensuite, en les cultivant avec les facteurs de croissance spécifiques de ce tissu, obtenir les cellules de cartilage, donc les chondrocytes. Pour faciliter l'implantation de ces cellules au niveau de la lésion, du cartilage lésé, ces cellules sont injectées sont mélangées à un hydrogel injectable et ensuite injectées pour favoriser la reconstruction du cartilage. Nous avons donc avec eux testé l'effet de l'EPS cette fois d'Halteromonas infernus, donc cette EPS qui est très complexe mais qui présente certaines caractéristiques physico-chimiques que l'on trouve dans les glycosaminoglycanes. Donc cette EPS très complexe a été ajoutée à du gel injectable, à l'hydrogel injectable et à des chondrocytes de lapin dans un modèle souris. Et au bout de 3 à 4 semaines, les implants ont été prélevés et analysés par des études histochimiques. Et l'analyse des implants a montré qu'en présence du polysaccharide, les cellules avaient pu produire un tissu cartilagineux riche en glycosaminoglycanes, en agrécanes et en collagène de type 2, qui sont vraiment les molécules, les marqueurs d'un tissu cartilagineux. Donc l'EPS, par rapport au contrôle, avait vraiment favorisé la production de tissus cartilagineux. Au laboratoire, pour augmenter les caractéristiques physico-chimiques de nos polysaccharides en tant que gag mimétique, on a développé un procédé en 2 étapes qui consiste à dépolymériser les exopolysaccharides et à les resulfater. Parce que, comme je vous ai dit, certains glycosaminoglycanes sont très sulfatés. En fait, ce procédé nous permet d'obtenir des polysaccharides de faible masse molaire et très sulfatés, que l'on appelle des dérivés d'exopolysaccharides. Ces dérivés sont caractérisés au laboratoire. Donc, nous sommes équipés de systèmes chromatographiques pour analyser la taille de ces polysaccharides et leur polydispersité. Nous sommes également équipés pour caractériser leur composition osidique et leur teneur en sulfate. Ainsi, grâce à ce procédé en 2 étapes, à partir de l'exopolysaccharide natif de très grande taille, on obtient des dérivés de taille équivalente à celle des héparanes sulfates ou des héparines. Et ces molécules sont très sulfatées, alors un taux de sulfatation supérieur à celui des GAG, puisque les glycosaminoglycanes présentent en général 30% de sulfate. Mais ce procédé permet de conserver la composition osidique
original de notre polysaccharide, car on conserve le rapport dose acide et dose neutre trouvé dans la molécule initiale. Donc, ce dérivé de petite taille et fortement sulfaté a été évalué cette fois dans un modèle de culture in vitro 3D de cellules souches de tissus adipeux humains, donc toujours avec le laboratoire Hermès, qui est capable de cultiver en 3D, donc faire des petits, de ce qu'ils appellent des pellets, donc cultiver ces cellules et les transformer, les différencier en chondrocytes en présence d'un milieu chondrogénique enrichi en facteurs de croissance. Et on remarque qu'au bout de 14 jours de culture, le milieu chondrogénique enrichi en EPS est beaucoup plus riche en molécules d'agrégane et de collagène 2, comme le montre l'analyse des transcrits par RT-PCR et les études histochimiques où on voit qu'à 28 jours, la coloration, alors je ne sais pas si c'est très visible, mais la coloration des glycosaminoglycanes et des collagènes est beaucoup plus intense. Donc, je vous ai présenté les propriétés gag-mimétiques de 2 polysaccharides produits au laboratoire. Mais il faut savoir que notre souche OTEC provenant des sources hydrothermales présente de nombreuses souches. Nous avons plus de 692 souches, constituées essentiellement de bactéries du genre Alteromonas, Pseudo-Alteromonas, Allomonas, Pseudomonas et beaucoup de Vibrio. Et récemment, nous avons voulu faire un criblage pour savoir si d'autres souches pouvaient produire des exopolysaccharides gag-mimétiques. Et à la suite de ce criblage, nous avons remarqué que plusieurs souches, plus d'une trentaine, étaient capables de nous produire un exopolysaccharide majoritaire. Chaque polysaccharide présente une composition osidique particulière. Donc, certaines souches nous font des polysaccharides riches en oses neutres, mais qui présentent aussi des osamines et des oses acides. Et certains polysaccharides, certaines souches nous produisent des polysaccharides constitués uniquement d'osamines et d'oses acides, donc comme les glycosaminoglycanes. Toutes ces souches produisent des polysaccharides de très haute masse molaire, donc portant plusieurs types d'oses, donc ce sont des hétéropolysaccharides, et donc pour certains, ils sont légèrement sulfatés. Ces travaux ont été publiés en 2019. Donc l'on peut dire que cette souche OTEC nous offre, est une source inépuisable pour trouver les futurs gags mimétiques pour des applications diverses, que ce soit en ingénierie tissulaire, en cancérologie ou pour le traitement de maladies rares ou encore pour l'encapsulation de molécules ou de cellules. Et pour terminer, je voudrais remercier l'équipe du laboratoire, de mon laboratoire, EM3B à l'Ifremer, et du laboratoire Hermès de l'Université de Nantes. Voilà.